en présence des représentants de toutes les institutions de la République, des forces vives de la nation, du secteur privé, de la société civile et surtout de nos partenaires. J'ai voulu également réitérer mon attachement au processus participatif dans la définition des politiques publiques touchant à la vie économique et sociale de notre pays. Cette approche inclusive est d'autant plus opportune que nous évoluons toujours dans le contexte d'une crise sanitaire et économique profonde et inédite. Crise dont les lendemains sont encore incertains. À titre illustratif, notre taux de croissance du PIB, initialement projeté à 6,8% pour l'année 2020, pourrait chuter et se situer autour de moins 0,7%. Attendons que les résultats de l'agriculture puissent peut-être nous mettre au-dessus de 0%. Pour autant, ne baissons pas les bras. Au contraire, il nous faut rester combatifs dans l'esprit, déterminés dans l'action, calmes et sereins, humbles dans la réflexion et l'analyse. J'insiste particulièrement sur le calme, la sérénité et l'humilité, parce que c'est ce qui nous aide à comprendre une situation donnée et à nous déterminer à prendre la bonne décision et à agir dans le bon sens. Voilà ce qui guide à ce jour la démarche que j'ai assignée au gouvernement dans la gestion de la pandémie Covid-19 et ses impacts économiques et sociaux. Devant l'inconnu, c'est cette vision qui avait fondé notre décision de ne pas rapatrier nos jeunes étudiants de Wuhan au mois de février dernier en Chine, sachant même qu'à ce jour, le virus n'a pas encore révélé tous ses secrets. En face de l'ampleur et à la brutalité de la crise, face à la brutalité de la crise, c'est la même vision qui nous a permis de concevoir et exécuter en urgence un programme de résilience économique et sociale, doté d'un fonds de 1 000 milliards de francs CFA à travers le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la pandémie Covid-19, appelé Force Covid-19. C'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois tous les pays, toutes les institutions partenaires et les bonnes volontés qui ont contribué à la constitution de ce Force Covid-19 et à son financement. Avec le programme de résilience économique et sociale, nous avons pu soutenir le secteur de la santé par le relèvement substantiel du plateau médical, le diagnostic et le traitement gratuit des malades. Nous avons assisté nos populations en détresse, en denrées de première nécessité et en produits phytosanitaires. Nous avons appuyé notre diaspora, si généreuse envers la nation en temps normal. Nous avons sauvegardé la stabilité macroéconomique, soutenu notre secteur privé et préservé l'emploi autant que faire se peut à travers un paquet de mesures fiscales, douanières, mais aussi d'injection de liquidités. Nous avons enfin assuré le bon approvisionnement continu du pays en hydrocarbures et en denrées de base pendant toute cette crise de Covid-19. Sur le volet santé en particulier, en plus des efforts substantiels consentis dans la lutte anti-Covid-19,
dont 35 centres de traitement des épidémies ont pu être mis en œuvre à travers le pays, mais aussi le développement de laboratoires mobiles qui ont permis au Sénégal de pouvoir tester dans des délais et de donner les résultats afin de prévenir la propagation de la maladie. Nous finalisons en ce moment même un plan d'investissement pour un système de santé résilient, pérenne, pour un montant d'environ 500 milliards de francs CFA sur la période 2020-2024. Ce plan servira à moderniser davantage notre système de santé par la réhabilitation, la construction et l'équipement de structures, ainsi que le recrutement de professionnels de la santé, notamment de médecins spécialistes, d'infirmiers, de sages-femmes, ainsi que de tous les personnels de soutien. Évidemment, il faudra aussi que les réformes conséquentes en matière de gestion hospitalière puissent accompagner ce programme d'investissement. S'agissant de notre politique de riposte sanitaire et de gestion des effets de la crise, j'ai toujours voulu qu'elle soit éclairée par la science et qu'elle tienne compte de nos réalités socio-culturelles, mais aussi de nos réalités économiques. Ainsi, notre plan de riposte sanitaire a toujours reposé sur la consultation préalable de nos professionnels de la santé. De même, en l'absence de médicaments, jusqu'à ce jour où nous parlons, spécifiques contre la Covid, en l'absence de vaccins, ce qui n'est toujours pas disponible au moment où nous parlons, malgré toutes les annonces qui sont faites, nous avons pu faire confiance à nos personnels de santé pour le traitement des malades. Et au titre des mesures préventives pour limiter la propagation du virus, en lieu et place du confinement général appliqué ailleurs, nous avons plutôt opté pour la restriction dans les transports et les rassemblements, en plus des gestes barrières, qui restent aujourd'hui le seul outil de prévention efficace. Cette stratégie est en effet plus conforme à la structure de notre économie où l'informel occupe une place prépondérante. C'est aussi un défi que nous devons relever. Et ce sont les enseignements de cette pandémie. Elle est en outre mieux adaptée, cette stratégie, à notre vécu socio-culturel. À ce jour, si rien n'est encore définitivement acquis dans la lutte contre la pandémie et ses effets, nous devons être fiers et confortés que notre stratégie et ses résultats probants sont reconnus et plébiscités par d'éminents spécialistes et des organismes indépendants. Je citerai simplement ici le prix d'excellence décerné à notre pays par l'Institut, le prestigieux Institut, je dois dire, africain-américain, ainsi que le Foreign Policy Magazine, de réputation internationale, dont une étude récente a pu classer le Sénégal deuxième après la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, fort de nos acquis, mais également conscient de nos limites et de nos vulnérabilités, il s'agit pour nous d'amorcer une nouvelle séquence dans la gestion de la crise Covid, en passant de la résilience à la relance et en nous basant toujours sur la vérité des faits. Et à l'épreuve des faits, nous pouvons tirer des constats qui nous ont été enseignés par cette pandémie. Le premier constat, en dépit de toutes les analyses, personne ne peut prévoir combien de temps va encore durer la pandémie. Personne. Le deuxième constat, comme je l'avais d'ailleurs indiqué dans mon propos du 11 mai, à l'occasion d'un discours à la nation,
c'était pour alléger les conditions de l'état d'urgence. J'ai entendu dire que c'était une démission et que l'État n'avait aucune visibilité par rapport à la lutte contre la pandémie. Et j'avais dit en cette période qu'il nous faut apprendre à vivre en présence du virus, en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l'évolution de la pandémie. C'est insensé de vouloir continuer à enfermer tout un pays, toute une économie, parce que simplement on se protège d'un ennemi invisible, inodore et incolore. Ça n'a aucun sens. Mais il fallait insister sur les gestes barrières. Pour le moment, c'est le seul remède que nous avons. Insister sur la distanciation physique, insister sur le port obligatoire du masque et le port correct. Là, je ne l'ai pas porté parce que je suis seul, hein, ne vous en faites pas. Mon masque est là. Il n'est pas loin. L'autre constat, qui est le troisième, c'est que l'expérience nous enseigne que dans la gestion optimale de la pandémie de Covid-19, on ne saurait choisir la santé au détriment de l'économie, ni l'économie aux dépens de la santé. Non. Le bon choix, c'est à la fois celui de la santé et de l'économie. Toute précaution prise. La santé et l'économie ne sont pas contradictoires. L'une ne va pas sans l'autre. Pas d'économie qui ne prospère sans la bonne santé. Et pas de bonne santé durable sans l'économie qui la finance. En somme, il nous faut travailler pour faire vivre notre économie tout en veillant sur notre santé. Voilà ce qui fonde notre stratégie pour remettre notre pays sur la trajectoire de croissance forte d'avant Covid-19 afin de maintenir le cap sur l'émergence du Sénégal à l'horizon 2035. C'est à cette fin que j'ai demandé au gouvernement de préparer le plan d'action prioritaire ajusté à la lumière des enseignements et accéléré, qu'on appelle le PAP 2A, ce que nous examinons aujourd'hui pour validation, dans la même dynamique participative que nous avons déjà adoptée dès le début de la crise. Le PAP 2A repose sur le constat suivant. La Covid-19 nous a révélé des vulnérabilités potentielles qui nous exposeraient à des pénuries en cas de rupture de fret, par exemple, ou de rétention tout simplement de certains produits par les pays exportateurs pour satisfaire leurs propres besoins. Nous avons assisté pendant cette crise à une guerre des masques sur les tarmacs des aéroports chinois, où les plus offrants rachetaient sur le tarmac des millions de masques pour les ramener chez eux. Cette même guerre va se produire lorsque le vaccin sera trouvé. Et que des pays qui n'ont pas de moyens pour se payer le luxe, en tout cas au prix le plus offrant, des vaccins pour leurs citoyens. Ces enseignements doivent nous pousser justement à réarticuler notre politique économique. D'abord à pouvoir produire ce que nous consommons. Il est temps que cette question soit réglée, question du consommer et du produire local. L'agriculture et l'industrie pharmaceutique doivent être des secteurs de relance prioritaires, puisqu'il est inadmissible encore que même pour des seringues, on puisse importer, pour du coton sanitaire. Pour l'alcool, je pense qu'on le fait maintenant, je ne sais même pas, je crois. L'alcool, on peut les soluter, ça c'est sûr, je sais qu'il y a une unité de soluté, le Fonds 6. Il est temps que certains médicaments soient fabriqués sur place, que la production risicole puisse nourrir le Sénégal, et nous allons, dans ce conseil, en tout cas inviter le secteur privé qui doit venir en appoint à ce que fait l'agriculture vivrière. Et pour cela, bien sûr, l'État doit assurer le foncier et doit inviter également le secteur bancaire à accompagner ses agriculteurs ou agro-industriels. Et c'est à notre portée. Je voudrais en conséquence, pour parer à de tels risques que nous avons frôlés,
pendant la pandémie pour que nous puissions, à travers le PAP 2A et sur la séquence 2019-2023, alors ce n'est pas lié à un agenda électoral, il faut savoir que j'ai lancé le PSE en 2014 avec un objectif d'émergence en 2035. C'était un programme sur 20 ans qui a été subdivisé en plans d'action prioritaires de 5 années, dont le premier a été lancé en 2014-2018. Nous sommes sur le deuxième PAP 2019-2023. Voilà, donc c'est ça la séquence du PAP 2. Maintenant, on a dit qu'il faut l'ajuster à la lumière des enseignements indiqués et il faut l'accélérer, puisque nous devons retrouver très tôt et très vite nos croissances de 6,5-7%. C'est ça l'objectif dans les 2 prochaines années. Alors cette séquence 2019-2023 devra donner une surpriorité à la souveraineté alimentaire. Donc dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, mais aussi dans le secteur pharmaceutique et sanitaire, puisque le secteur sanitaire, on s'était dit, de toute façon, pendant que tout le monde était en confinement, il était malvenu d'envoyer des malades en Europe, ou même des autorités. De toute façon, nous n'avions qu'un choix, c'est vivre ou mourir chez nous. C'est clair. Moi, en tout cas, j'excluais, si jamais j'avais le Covid, de me faire transporter. C'est pas possible. Donc, la question sanitaire doit être prise au sérieux. Le relèvement du plateau médical est devenu un impératif. Mais je dis toujours, il faut les réformes qui accompagnent ces efforts que nous allons faire sur le plan sanitaire. Il faut une réforme de la gestion des hôpitaux au Sénégal. Nous mettons les moyens qu'il faut, mais il faut que cette question aille en même temps que les équipements. On ne peut pas encore mettre 500 milliards pour rester dans le même système, où on ne peut même pas retracer le malade qui passe. Ce n'est pas possible. Il faut une informatisation du circuit du malade. Il faut qu'il y ait, en tout cas, les réformes. J'attends toujours le ministre de la Santé qu'il me revienne, parce que moi, je dis, je ne bouge pas tant que je n'ai pas les éléments de réforme. Donc, pour le moment, la balle est dans votre camp. Quand vous serez prêts, je validerai le programme. Voilà. Donc, il faut que, sur la question de la santé, par exemple, le recrutement des personnels, des spécialistes, mais aussi l'équité dans leur affectation, dans les territoires éloignés, qu'il y ait aussi des spécialistes, des gynécologues, des cardiologues, des chirurgiens dans toutes les régions du pays. Cela est devenu aujourd'hui un impératif. L'autre aspect important, c'est qu'il nous faut booster en même temps l'industrie de notre pays. Il nous faut booster l'économie numérique, le tourisme, qui a reçu un coup sérieux pendant cette crise, le logement, en favorisant évidemment l'équité sociale et territoriale, mais aussi l'inclusion sociale. Alors parallèlement, les projets stratégiques que nous avions lancés, qui nous ont valu d'ailleurs nos croissances fortes et régulières, sont les infrastructures, l'énergie. Ces projets vont se poursuivre. Nous n'allons pas abandonner la construction d'infrastructures pour notamment le système routier, le réseau routier, avec l'articulation des pistes de production aux routes jusqu'aux autoroutes. Cela se poursuivra, tout comme notre politique énergétique, évidemment en misant sur l'énergie propre, où nous avons déjà d'excellents résultats. Au moment où nous parlons, nous sommes à près de 27% d'énergie propre et nous serons à 30% à la fin de l'année. Mais dès l'adoption du gaz, le Sénégal sera totalement un pays qui va utiliser de l'énergie propre, puisque le gaz viendra prendre le relais de tout ce qui est hydrocarbures. Je précise donc que le PAP 2A ne se substitue pas au plan Sénégal émergent. Ça aussi, il faut lever cette confusion, puisque lui-même est parti du plan Sénégal émergent, dans une séquence bien précise 2019-2023. Et le plan Sénégal émergent reste notre référentiel en matière de stratégie de développement économique et social, et je voudrais féliciter nos partenaires. Ça n'a pas été facile en 2014, quand j'ai voulu faire un peu cette révolution, en sortant des schémas classiques
des PES, fameux programmes économiques et sociaux, qui étaient eux-mêmes héritiers des DRSP, documents de stratégie de réduction de la pauvreté. C'était bien, mais ce n'était pas à notre ambition. Notre ambition ne peut pas être simplement de lutter contre la pauvreté. Notre ambition, c'est d'être un pays riche, émergent, et donc d'avoir une population également qui s'enrichit au cours de son évolution. Aujourd'hui, il faut se réjouir du fait que l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Sénégal travaillent dans le cadre de cette politique que nous avons définie et que nous avons partagée avec eux, qu'ils ont soutenue et financée. Donc, merci encore aux uns et aux autres pour cet accompagnement. Et c'est comme ça, moi, que je vois le partenariat. C'est-à-dire, c'est partagé. Ce n'est pas une vision qu'on impose d'un côté et que les autres subissent. Ça, c'est révolu aussi. Ce moment est dépassé. Il faut que les Africains participent dans la définition des politiques qui les concernent. Ils sont capables quand même, après 60 ans d'indépendance, 60 ans d'études, de tout ce que l'on sait, de parcours d'échecs, ils soient capables d'élaborer des stratégies qui correspondent, en tout cas, à leur schéma de développement. Et il est heureux aussi que les mentalités aient changé du côté des partenaires, parce que véritablement, je sens une symbiose et un partage, n'est-ce pas, des stratégies. C'est tout à votre honneur. Alors, d'après nos projections, la mise en œuvre du PAP 2 nous permettra de retrouver une croissance du PIB de l'ordre de 5,2% l'année prochaine, en 2021. Ça suppose un travail assidu. Aussi au niveau administratif, que les gens ne dorment pas avec les dossiers ou qu'ils les laissent toujours le week-end pour attendre la semaine d'après et la semaine qui suit. Il faut que nous nous mettions au travail pour que ces 5,2% soient au rendez-vous dès 2021, 7,20% en 2022. Nous avons déjà fait 7,5%, donc ce n'est pas 7% du moins. Ce n'est pas des chimères ce que je dis là, c'est tout à fait à notre portée. Tout à fait à notre portée, nous l'avons prouvé par l'exemple. Donc moi je ne parle pas dans les nuages, je suis un homme qui a les pieds sur terre. Voilà. Heureusement, je suis géologue, donc j'ai les pieds sur terre. Je ne parle pas dans les nuages. Tout ce que je dis là, c'est des choses déjà que nous avons faites. Ce sont des choses que nous avons faites. Et donc, je dis, nous allons reprendre la croissance à 5,20% dès l'année prochaine. Ce n'est pas trop difficile d'ailleurs parce que nous serons à moins. Donc, il est facile, quand c'est comme un malade hein, qui reprend des forces, il est facile de dépasser son état antérieur. Donc 5,20 et 7,20% en 2022. Et le plus important, c'est qu'en 2023, si toutes les conditions sont réunies, pour la première fois, le Sénégal va atteindre sa croissance à 2 chiffres, qui est projetée à 13,7%. Et ça, c'est dû simplement quand même à l'exploitation du pétrole et du gaz à partir de 2023. Première année d'exploitation, c'est normal, investissement important et massif, connaît cette croissance. Il faudra essayer de la tenir sur une certaine période. Et sur la période 2019-2023, le PAP 2A requiert un financement de 22 milliards 400 millions d'euros. Alors, vous faites la conversion, dont le tiers est attendu du secteur privé. Nous avons plus que jamais besoin de l'investissement privé, soit local ou étranger. Et je souhaite que le secteur privé national s'engage véritablement à nos côtés pour atteindre cet objectif. Mais j'invite aussi le secteur privé étranger, parce que là aussi, on a besoin du secteur privé étranger, et tous ont leur place dans cette relance. Je reste pour ma part déterminé à poursuivre le processus d'amélioration de l'environnement des affaires, notamment par la simplification des formalités et des procédures et la mise en place des facilités propices à l'investissement. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Le directeur général de l'APIX certainement va revenir sur ces présentations que j'apprécie beaucoup. Mais au-delà des présentations, il faut que vraiment ces réformes aussi soient quelque chose que nous vivons au quotidien. Je dis toujours les télédacs,
on nous l'a vendu plusieurs fois, mais moi je reste critique sur ce qui ne va pas. Voilà, je ne suis pas sûr que le citoyen lambda qui n'a pas de bras long, comme on dit, qui n'a pas quelqu'un à appeler pour débloquer son permis de construire bloqué quelque part dans une mairie ou dans une administration, est-ce que ça marche toujours? Je ne sais pas. On a besoin de prouver que ça marche. Voilà, je considère qu'il y a encore des efforts à faire dans ce cadre. Beaucoup a été fait dans les réformes, il faut s'en féliciter. Au niveau des régies financières, je félicite le ministre des Finances aussi sur les taux de recouvrement particulièrement élevés, disons, ces derniers mois. Mais je continue à vous engager à faire plus. Je sais que ça a été dur pour les régies, mais vous pouvez faire plus et mieux. Et il faut qu'il y ait cette interconnexion entre toutes les administrations financières, toutes les régies, la douane, les impôts, le trésor. Et il faut que le foncier également, où il y a une niche importante, qui ne paye pas d'impôts, ou qui le paye très mal, qu'on puisse par des réformes simples amener les citoyens eux-mêmes à faire leurs déclarations, notamment sur le foncier bâti, sur l'impôt sur les locations, etc. Et je pense que dès la prochaine loi de finances, on pourra simplifier un certain nombre de procédures fiscales pour pouvoir, là aussi, parce qu'il n'y a pas de miracle, on ne peut pas continuer à s'endetter si nous-mêmes, nous ne pouvons pas générer les ressources qu'il faut pour assurer le fonctionnement de l'État et participer de façon active au financement de l'investissement. Ce n'est pas possible. Aucun partenaire ne peut durablement soutenir un pays qui ne fait pas l'effort de mobiliser son épargne nationale et de créer ses recettes pour pouvoir, en tout cas, être sur une trajectoire vertueuse de développement. Nous allons donc prochainement adopter la loi sur le partenariat public-privé, tirant les leçons du passé. Et je tiens aussi à saluer l'engagement à nos côtés, là encore des partenaires bilatéraux et aussi des institutions multilatérales et pays amis qui nous font confiance et qui nous soutiennent dans nos efforts de résilience et de relance. Avec la hausse de 50% du budget de la présente campagne agricole, qui est passée entre 2019 et 2020 de 40 à 60 milliards de francs CFA, malgré la pandémie, on le savait. On a dit cette année, on va vers un hivernage pluvieux, notamment qui a entraîné des inondations que nous avons regrettées. Mais parlant des inondations, je suis quand même à l'aise aussi pour dire les efforts qui ont été faits. On ne peut pas faire comme si rien n'a été fait. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'il y a des inondations, il y a eu des pluies exceptionnelles. Si vous recevez en une journée 3 mois de pluie, c'est normal qu'il y ait en tout cas un trop plein d'eau qui va se déverser dans des zones qui ne sont pas encore assainies, qui n'ont pas de plan d'assainissement et qui sont des zones basses. Moi, j'ai dit, je suis à l'aise pour, en tout cas, engager ce débat avec qui le souhaite dans ce pays, pour dire que mon gouvernement a fait ce qu'aucun gouvernement n'a fait depuis 1960 en matière de lutte contre les inondations. D'abord, dès 2012, j'ai lancé un programme décennal qui finira en 2000. Du TR et du BRT. C'est des programmes consommateurs de ressources. Aujourd'hui, nous allons continuer le programme décennal, tout simplement. Et nous souhaitons que nos partenaires, les élus, que l'administration veillent à ce que les populations n'aillent s'installer dans des zones non édificantes. Cette question, mais je ne peux pas accepter qu'on veuille par des réseaux sociaux ou simplement de la pure démagogie vouloir remettre en cause des quantités d'efforts qui ont été faits pour assainir nos villes et nos communautés dans la région de Dakar. Ceci dit,
je souhaite encore une fois indiquer que cette année, malgré donc la pandémie, nous avons dit qu'il faut renforcer le programme, la campagne agricole, et donc nous avons augmenté de 50% le budget, qui est passé à 60 milliards. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons augmenté les quantités de semences et d'intrants qui ont été donnés aux producteurs, et nous avons même augmenté la subvention. C'est ce qui a donné et ce qui va donner dans les prochains jours et les prochaines semaines les récoltes abondantes qui seront obtenues cette année. Et peut-être ces récoltes vont sauver notre croissance économique, compte tenu de l'impact de l'agriculture sur la croissance. Je voudrais maintenant, avant de terminer, emprunter un langage sportif. C'est-à-dire le moment est opportun aujourd'hui pour passer de la défensive, donc de la défense, à l'attaque. La défense, c'était la riposte contre le Covid, c'était vraiment la résilience. Maintenant, il faut aller à l'attaque pour une croissance retrouvée, toujours en adoptant notre stratégie, jusque-là gagnante. La stratégie de bloc équipe, qui est une stratégie inclusive, participative, qui associe l'État, les forces vives de la nation et les partenaires techniques et financiers. Et c'est l'objet même de nos présentes consultations dont les recommandations viendront enrichir le travail déjà fait par les équipes. Je félicite le ministre de l'Économie ainsi que toutes les administrations qui ont travaillé avec lui, puisque la croissance, ce n'est pas le ministère de l'Économie qui le fait, c'est surtout les ministères de développement. Donc c'est le gouvernement dans sa globalité, c'est aussi le secteur privé, ce sont les agents économiques. Mais tout cela a été mis en exergue pour notre mobilisation et la synergie de nos efforts. Je suis confiant qu'ensemble, nous pourrons relever le défi de la relance de notre économie. Je voudrais, par ces propos, déclarer ouvert le Conseil présidentiel sur le plan d'action prioritaire accéléré et ajusté pour la relance de l'économie nationale. Et je vous remercie de votre aimable attention. Le président de la République, donc,